Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous politique. La voix est libre. Nous consacrons à nouveau cette émission à nos débats autour des élections municipales. Et cette fois, nous sommes à Bénat, en Corrèze, où deux listes sont déclarées à ce jour. Celle de Pascal Coste, qui est maire sortant. Bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Ensemble pour Bénat et celle de Jean-Michel Lemarie. Bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Unis pour le développement économique de Bénat. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez tous les deux insisté sur le fait que vos listes sont sans étiquette. Monsieur Coste, vous êtes conseiller général d'Hiver Droite. Ça ne veut pas dire que votre liste est d'Hiver Droite, c'est ce que vous voulez dire? Je crois qu'on a démontré maintenant depuis 13 ans qu'on était capable de travailler avec des gens de toute opinion, de toute sensibilité. Ce qui nous mobilise, c'est Bénat et l'action concrète au service des Bénatois. La politique politicienne, c'est pas le rendez-vous des municipales. À la mauvaise presse, la politique politicienne aussi. Ce n'est pas un problème de presse, c'est un problème d'état d'esprit de l'ensemble de la liste. Nous sommes allés chercher des gens pour être candidats sur un projet et non pas sur des étiquettes, quelles qu'elles soient. Jean-Michel Lemarie, vous êtes représentant local du Parti socialiste. Vous partagez le même constat que M. Coste? Oui, tout à fait. Effectivement, les élections municipales n'ont pas vocation à ferrailler, comme on dit. Elles ont surtout vocation à réunir les compétences dans un premier temps et surtout dans l'intérêt public. C'est ce qui prime. Alors justement, on va rappeler que la ville est assez petite, elle fait 1300 habitants, près de 1300 habitants. La particularité, c'est donc qu'elle a vu son mode de scrutin changer, puisqu'on est au-dessus des 1000 habitants et que maintenant, le mode de scrutin est passé au scrutin de liste avec parité obligatoire. Il n'y a plus de panachage. Avant d'en parler ensemble, je vais vous proposer de regarder un reportage qui est à la fois pédagogique et humoristique de nos confrères de France 3 Picardie et on se retrouve juste après. Panachage, nom masculin signifiant mélange, combinaison. En langage électoral, le panachage vous autorise à rayer certains noms d'une liste de candidats et à les remplacer par ceux d'une autre liste en lice. Le panachage est donc au dépouillement de scrutin de liste, ce que le parfait dosage entre la limonade et la bière est au panaché, un vrai casse-tête. Et comme le panachage est à consommer avec modération. Pour avoir droit à un panachage bien frais, il fallait habiter une commune de moins de 3500 âmes. Le taux d'alcoolémie, le nombre d'habitants a été abaissé. Aujourd'hui, au-dessus de 1000 administrés, le panachage est lui-même rayé de la liste. Certains diront qu'il est mort par où il a pêché, d'autres que cela permet plus de sobriété dans les scrutins de liste. Terminez les rayures, bifures et autres ratures de noms des listiers qui ne vous plaisent pas. Terminez les rajouts de noms et les basses vengeances pour faire élire votre voisin à peine candidat sous prétexte qu'il a annexé depuis des mois votre débroussailleuse. Fini le folklore, les psychodrames, les tragédies grecques pastorales. Pour les prochaines municipales, les électeurs des communes de plus de 1000 habitants voteront donc pour des listes bloquées. Et toute intrusion d'un ingrédient personnel à la recette officiellement reconnue invalidera le bulletin. Tout ça nous a donné quand même un peu soif, alors hop, un bon panachage et un bon panéchage. Bref, nous, on va aller boire un coup. Voilà, comme quoi on peut mettre un peu d'humour dans la politique parfois. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des bulletins nuls sur cette élection, Pascal Coste? Pas vraiment, parce qu'à Bénat, déjà, les gens, la dernière fois, ont voté à 65% liste entière. 45% pour notre liste, 20% pour la liste menée par M. Lemarie. Donc c'est bon signe? Oui, je pense qu'ils comprennent la règle du jeu. Et puis avant tout, on choisit aussi un maire. Donc la liste entière va s'imposer. Il y a deux autres nouveautés sur ce scrutin. C'est que sur le même bulletin, vous aurez à gauche la liste des candidats pour le conseil municipal, 15 à Bénat, et à droite, côté droit du bulletin, qui sera en format paysage, vous aurez les 7 conseillers communautaires. Et le troisième changement, c'est aussi d'être obligé d'avoir une pièce d'identité pour pouvoir voter. Et c'était pas le cas dans les petites communes? C'était pas le cas parce qu'on connaît tout le monde. Alors, on connaît encore tout le monde, mais effectivement, la règle des villes s'appliquant aux petites communes fait qu'il sera obligatoirement demandé la pièce d'identité. Monsieur Lemarie, vous faites œuvre de pédagogie aussi dans cette campagne? Chaque fois, oui, bien sûr, puisque nous sommes sur le terrain depuis 3 mois environ. À chaque fois, nous avons des échanges réguliers et conviviaux avec nos concitoyens. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne sont pas au fait, surtout les personnes âgées, donc il faut à chaque fois en remettre un petit peu. Mais je pense que les gens, maintenant, ont bien saisi le sens de la démarche. Alors, on a dit qu'effectivement, il y a la parité obligatoire aussi cette fois-ci. Est-ce que c'est quelque chose qui était difficile pour monter une liste comme la vôtre, par exemple? Pour la nôtre, non. C'était presque le plus facile, je dirais. Ah, donc les femmes sont volontaires à Bénat pour faire de la politique? Tout à fait. Même constat, oui. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il y a d'autres communes où ce n'est pas le cas. La dernière fois, en 2008, vous vous affrontiez déjà. Donc, qu'est-ce qui va être différent cette fois-ci?
Je pense que nous sommes sur un projet avec aussi un bilan, des réalisations. 13 ans de mandat, hein? 13 ans de mandat, un projet qui est réaliste, finançable, sur lequel nous ne faisons pas de promesses démesurées, mais véritablement une capacité à réaliser tout ce que l'on promet. Notre devise, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Alors Jean-Michel Lemarie, comment vous jugez le bilan de Pascal Coste, le maire sortant? Bon, mauvais, moitié-moitié? Bah écoutez, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Je pense que c'est dans l'ordre des choses pour toute équipe municipale que de proposer des projets et surtout de les tenir. Vous retenez quel projet positif, par exemple? Bon, écoutez, la maison médicale est un bon projet. Pluridisciplinaire, oui. Surtout, effectivement, que nous allons nous appuyer sur ce projet pour proposer un projet important pour cette commune. Qui est lequel? Alors, c'est la création d'une maison de convalescence type SSR. Donc, à caractère gériatrique. Soins, suivis et réadaptation. Et qui accueillerait combien de personnes, qui seraient financées par qui? Alors, ce projet accueillerait 60 lits, hein, puisque c'est le seuil de rentabilité. Alors, il y a tout un processus, bien sûr, qui se déroule sur la durée, parce que ce n'est pas un petit projet, hein, c'est un projet qui porte sur environ 5 à 6 millions d'euros. Donc, il fait appel à un certain nombre de subventions et de financements. Donc, il est clair que sur ce projet, pour nous, il est hors de question d'endetter la commune. Nous avons la volonté d'apporter une offre supplémentaire de soins, puisqu'il y a aujourd'hui la maison de retraite avec un secteur Alzheimer. Il y a aussi donc cette maison pluridisciplinaire. Qui doit être validée par l'Agence régionale de santé, je suppose. Voilà. Donc il y a tout un processus, effectivement. Donc il y a une étude de dossier, ensuite il y a la validation, et ensuite donc il y a l'appel d'offres sur les différents partenaires donc, qui peuvent postuler à ce projet. D'accord. Pascal Coste, vous, dans votre bilan, ou peut-être vous vouliez répondre? Non, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai que dans le bilan, il y a effectivement la première maison pluridisciplinaire de santé en Limousin qui est passée d'ailleurs en 2 ans de 16 professionnels à 27 aujourd'hui, avec plein de disciplines comme les sages-femmes, comme... donc qui rayonnent encore davantage. Qui rayonnent de plus en plus et qui a permis aussi d'attirer un nouveau médecin. Est-ce que tout le monde y croyait au début à ce projet? Mais forcément qu'il y a toujours eu des difficultés. Je pense que M. Lemarie fait partie de ceux qui critiquaient aussi le projet en son temps. Mais je crois que la capacité justement à fédérer l'ensemble des acteurs, à ne pas avoir d'exclusive sur le sujet et de démontrer auprès des patients que ça a une réalité pour leur confort de santé tous les jours est quelque chose d'important. On a développé aussi la maison de santé qui est passée, la maison de retraite qui est passée en fait de 40 lits à 63 lits, qui a permis la création d'une vingtaine d'emplois. Donc le médico-social est un secteur... C'est quelque chose d'important sur la commune. Quelque chose d'important. L'école, enfin, sur tous les sujets, nous avons progressé. On a une démographie aussi qui est en augmentation parce que la commune de Bénat est aujourd'hui une commune qui est attractive de par sa vie associative et de par les équipements qui sont les siens. Alors Monsieur Lemarie, vous disiez on ne veut pas endetter la commune. C'est pas innocent ça comme remarque. Alors je voudrais juste revenir sur un petit passage. Il ne s'agit pas de critique par rapport à cet établissement, bien sûr, qui est un des premiers en Corrèze. Simplement, on connaît les difficultés pour réunir les professionnels de santé. Simplement, sur cet aspect-là, ce projet avait été présenté déjà en 2011. Si vous voulez, donc il a été inauguré. Et puis ensuite, il y a eu une période durant laquelle il n'y a pas eu, je dirais, d'information. Donc il était tout à fait logique que j'interpelle les élus sur ce projet, notamment sur le projet de santé. Ça explique des doutes que vous avez pu avoir. Voilà, c'était des doutes, c'était des interrogations simplement. Il n'y a aucune polémique là-dessus. D'accord. Concernant l'endettement, c'est quelque chose sur lequel vous voulez revenir ? Ben écoutez, la commune est endettée, certes, mais... 2 millions d'euros, c'est ça, Monsieur Coste ? Oui, à peu près. C'est-à-dire on a à peu près 1,2 million d'euros sur les 2 millions qui sont liés à 2 investissements. Oui. Le premier, c'est un toit photovoltaïque sur une école qui a permis de financer l'ensemble de la réalisation. C'est-à-dire que nous avons entre 60 et 70 000 euros tous les ans de rentrée d'argent pour une annuité de 65 000 euros. C'est l'électricité qui est revendue. Voilà, de l'électricité qui est revendue par le toit photovoltaïque. La maison pluriprofessionnelle de santé est financée aussi par les professionnels. Donc, nous avons un emprunt avec une annuité qui est autour de 40 000 euros et nous la louons aux professionnels pour 43 à 44 000 euros. Ce qui fait que, grosso modo, par rapport à des communes de la même strate, eh bien, nous avons effectivement un endettement qui est supérieur
Mais on a un niveau d'équipement qui est meilleur et on a les recettes qui vont en face. Aujourd'hui, on a la capacité de dégager des excédents 2 fois supérieurs aux communes de la même strate. Les communes de la même strate dégagent à peu près 150 000 € d'excédent de fonctionnement. Nous allons dégager cette année 387 000 € et nous avons dégagé 340 000 € l'an dernier à titre d'exemple. Donc on a la capacité de financer de nouveaux projets. Monsieur Lemarie, c'est trop pour vous Simplement, donc effectivement, bon, apparemment les chiffres, donc nous n'avons pas pu avoir le compte administratif, puisque, semble-t-il, donc, ça a été refusé par M. Pascal Coste. Vous n'avez pas voulu communiquer les documents Non, je ne peux pas laisser dire ça. Non, mais simplement... Vous allez... là, non, mais oui. je ne peux pas laisser dire... C'est un site du ministère des Finances. Je n'ai pas pu accéder aux chiffres, si vous voulez. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Le compte administratif a été donné en photocopie tous les ans, en temps et en heure, à M. Lemarie qui le demande, alors que la règle, c'est la simple consultation. Non, c'est faux. J'ai eu le compte administratif... Non, mais soyons précis. Allez-y, finissez, vous répondrez ensuite. Non, mais le compte administratif 2013 n'est pas publiable pour la simple raison qu'il va être arrêté par le conseil municipal. C'est exactement ce que j'ai dit. Le 3, et qu'ensuite, une fois que le contrôle de légalité l'aura fait, il l'aura fait. Donc ça fait partie, M. Lemarie, on peut pas discuter. Attendez, M. Coste, vous voulez dire que vous avez eu les chiffres jusqu'en 2012 Jusqu'en 2012, oui, exactement. Donc les chiffres, alors c'est quand même un peu, ça me laisse perplexe parce que, vous voyez, M. Pascal Coste, dans sa plaquette publicitaire, il a affiché tous ces chiffres, alors que nous n'avions pas la possibilité. Donc, si vous voulez, là, il y a... C'est l'avantage du sortant, en même temps. C'est l'avantage peut-être du sortant qu'il s'octroie lui-même. En fait, là, en termes d'équité, on peut s'interroger quand même. Vous, que feriez-vous différemment si vous étiez maire au niveau de cet endettement, justement ? Sur l'endettement, bien sûr, l'objectif, c'est de ne pas augmenter la dette. C'est la raison pour laquelle ce projet a pour but d'être quasiment autofinancé en dehors du coût du terrain et de la viabilisation, bien sûr. Mais compte tenu de l'importance de cet établissement et de l'intérêt de soins pour les gens, parce que, si vous voulez, c'est un rayonnement qui sera au-delà de la commune, vous pensez bien, puisque 60 lits, on les comble pas comme ça. Et il y a vraiment une offre en termes de patients, je dirais, puisqu'il y a un certain nombre il y a un taux de fuite hors du département sur ce type de prestations. Donc l'objectif, c'est il cible je dirais, le futur canton Beaulieu-Bénin-Messac, mais plus largement sur la vallée de la Dordogne. Et je pense que là, il trouvera tout son sens. Et ça veut dire qu'au niveau de la fiscalité, par exemple, vous vous engagez à ne pas toucher aux impôts ? Si vous êtes élu ? Tout à fait. Monsieur Coste, quelle est votre position aussi ? On a la capacité de financer l'ensemble du projet que l'on développe avec la fiscalité telle qu'elle est là aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir sur le projet de M. Lemarie concernant ce centre de soins et c'est un bon projet. De rééducation. Je crois qu'il faut faire attention dans ce qu'on peut annoncer, parce que les électeurs et les Français ont beaucoup de respect pour la fonction municipale et pour les élus municipaux. Ils ont aujourd'hui, on fait partie de ces politiques qui sont crues et qui sont écoutées aussi par l'ensemble des électeurs. Ils sont les plus populaires parmi les représentants. Donc il faut faire attention lorsqu'on annonce. Je peux peut-être m'exprimer sur la constitution du dossier. Aujourd'hui, renseignement pris avec le directeur de l'ARS, avec le conseil général, même si ce n'est pas directement sa compétence, avec le sous-préfet. Qui gère tout ce qui est handicap et personnes âgées, des services dépendance. de santé. Dans le plan régional, il n'y a pas un seul lit autorisé pour le SSR, sauf celui qui va être attribué à Brive, en lien avec un centre hospitalier, vraisemblablement le centre hospitalier sur la réanimation. Donc vous voulez dire que M. Lemarie s'engage pour quelque chose où il n'a pas la main? Non, mais moi je dis que si demain je suis maire de Bénin et que M. Lemarie, parce qu'il y en aura toujours 2 voire 3 qui seront élus avec ce nouveau système. Siège au sein du conseil. Si siège au sein du conseil municipal, je suis prêt à lui donner une délégation pour mener à bien ce projet. Ce que je dis là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien sur les programmes régionaux de santé, qu'il faut ensuite que le SCROS, c'est le schéma régional d'orientation sanitaire, décide d'ouvrir un certain nombre de lits, que l'État, ça ne vous a pas échappé,
qu'il a des moyens très limités, ouais. ouvre un certain nombre de lits, que derrière, il y ait des gens qui soumissionnent pour faire un projet. Je pense qu'on a bien compris votre propos. Que répondez-vous à cet argument qui est intéressant? Effectivement, ces questions, elles sont légitimes. Quand il s'agit de sommes aussi importantes, on y regarde deux fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet a été élaboré par des gens très compétents en la matière. Des professionnels de santé? Ce sont des professionnels. C'est un ancien directeur de l'ARS Midi-Pyrénées et son adjoint, qui sont des gens qui habitent Bénin, qui m'ont aidé à constituer... Ils sont sur votre liste peut-être? Ils ne sont pas sur ma liste, mais ils sont proches sur ce projet-là. Et également, je tiens à saluer aussi notamment donc, la mémoire de René Telade, puisqu'il m'a aidé aussi, lui, personnellement, sur ce projet. Donc c'est un projet crédible, certes ambitieux, qui peut peut-être surprendre nos adversaires, mais c'est un projet très réaliste. Alors j'aimerais qu'on passe maintenant au chapitre économique, puisque votre liste s'appelle Unis pour le développement économique de Bénin. Je crois que c'est clair. Comment est-ce que vous comptez faire ce développement? Alors, ce que je constate, c'est que, effectivement, je le disais en préambule, sur cette commune de Bénin, il s'est mis en place un certain nombre de réalisations, notamment, donc on a parlé de cette maison médicale. En revanche, ce sont des services. Des commerces, des choses notre comme ça. effort, l'effort de mon équipe va porter sur le développement économique, à savoir les créations d'emplois et à savoir le fait de dynamiser cette commune qui en a bien besoin. Et comment vous feriez ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a 2-3 petites entreprises, il n'y en a pas énormément sur notre canton, c'est un canton rural, hein, oui. assez pauvre, on va dire. Et donc, il y a eu la perspective de 15 emplois en gros qui sont menacés. Donc, si vous voulez, notre souci s'est porté là-dessus. Outre ce projet-là, qui est donc, on parlait de 60 lits, on parle de la création de 50 à 60 emplois. Oui, ce sont des emplois induits par ce projet. Voilà, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la création d'une zone artisanale, mais alors pas une zone artisanale, si vous voulez, au sens classique du terme, c'est-à-dire on crée un l'open tay, on dit à un artisan, tu te poses là et tu te débrouilles. C'est pas ça. Si vous voulez, nous, on a réfléchi à ce projet. On a contacté des pépinières d'entreprises de Tuilé-de-Brive. Ces pépinières sont prêtes à venir. On rappelle que vous êtes entre Tuilé-Brive. Entre Tuilé-de-Brive, on est à égale distance de Tuilé-de-Brive, si vous voulez. Et par le biais d'une convention, ces gens-là sont prêts à venir nous soutenir, à guider les artisans qui sont déjà en place, parce que les artisans, globalement, ils sont très bons dans leur métier, ils font les devis, mais alors tout ce qui est administratif, il faut... Ils ont besoin d'aide. L'objectif, si vous voulez, c'est de mutualiser un moyen qui va être d'abord de les guider et ensuite de mettre en place une secrétaire, par exemple, qui va travailler pour chacun d'eux et qui va soulager leur Monsieur Cos, le développement économique de Bénin, c'est aussi un thème de campagne pour vous, je suppose? Bien entendu, je dirais que ce n'est pas un thème de campagne, c'est une réalité depuis 2001 au quotidien. Lorsqu'on agrandit une maison de retraite et que ça crée une vingtaine d'emplois, ça contribue à la dynamique de l'emploi localement. Lorsque la maison de santé se crée et qu'une dizaine de professionnels viennent s'installer, ça contribue à l'emploi. Moi, je n'oppose pas les artisans et les commerçants avec de l'emploi de services et encore moins avec de l'emploi public. Je crois que on a des zones... Comment on les maintient, ces emplois? Mais en faisant ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en rendant ce territoire attractif, nous avons acheté un terrain avec des bâtiments dessus pour permettre justement de créer une zone artisanale, parce qu'aujourd'hui, nous avons répondu au coup par coup à l'implantation d'une supérette qui a créé un emploi net plus de 7 emplois, à la création d'un garage comme ça va être le cas là, avec un lot artisanal qui permet de faire, à l'implantation d'un certain nombre d'une opticienne, enfin d'un certain nombre de commerces et par l'accompagnement qui peut être fait. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas transporter non plus toutes les recettes qui peuvent être faites en ville ou dans des grandes agglomérations. On voit dans les grandes agglomérations... C'est-à-dire le risque d'être une cité dortoir entre Brive et Tulle, quoi, oui, finalement. mais nous, on n'est pas une cité dortoir. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais nous, on n'est pas une cité dortoir. Et on ne peut pas... On a une identité rurale. Une pépinière d'entreprise, ce n'est pas simplement passer des conventions avec celles qui existent à Tulle et à Brive, qui marchent pour certaines très bien, d'autres moins bien. Il y a des zones artisanales, des zones industrielles, des zones artisanales qui sont en sortie d'autoroute et qui sont encore vides aussi bien à Brive qu'à Tulle. Donc,
croire que demain, un coup de baguette magique... Moi, j'avais pensé... Attendez, vous proposez une zone artisanale, vous aussi, pourquoi il y en a une qui serait meilleure que l'autre? Ah mais moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous, on propose... Elle serait meilleure parce qu'elle est structurée, elle est organisée. D'accord. Si vous voulez, il ne s'agit pas de donner un lopin de terre, comme je le disais. Il faut donner les moyens logistiques et l'accompagnement professionnel pour ces gens. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les moyens logistiques, on a acquis un terrain, des bâtiments pour permettre de les recouper en fonction des besoins des professionnels. Et puis, moi, je fais confiance aux établissements consulaires aussi pour apporter leur touche, Chambre des commerces et Chambre des métiers, pour permettre de conseiller aussi les professionnels qui viendront ici. Après, on mettra en place un certain nombre d'appels à projets pour faire en sorte que des professionnels puissent venir s'installer. Très bien. Mais je crois qu'il faut faire attention parce qu'on peut très bien dire, et on l'imaginait à un moment, on disait on pourrait faire venir une usine Renault ou une usine Peugeot à Bénin. Mais attention, on sait que c'est pas possible. Mais c'est comme des établissements médico-sociaux. Moi, je suis complètement en phase sur le fait qu'on puisse le faire. On avait réfléchi justement. Alors vous dites, moi je suis réaliste, monsieur Lesmarry n'est pas réaliste, c'est ça? Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas tromper les électeurs. Et lorsque on est sur des plans en santé, des politiques publiques d'État, et qu'en face, eh bien, on n'a pas ni les financements ni le début, on ne va pas dire je vais faire. Alors, on dit nous avons un projet, il se pourrait. Simplement, je suis porteur du projet. Oui. Je suis porteur du projet. Ça veut dire qu'un projet comme ça, effectivement, il y a un processus qu'il faut respecter, il y a des étapes à respecter. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, tous les voyants sont dans le vert. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce que précisait Pascal Coste, il y a la révision du plan régional de santé qui arrive à échéance fin 2016. Donc, si vous voulez... Donc vous positionnez. C'est pas de même matière. Ça nous laisse tout ce temps. Alors, attendez, je vais quand même préciser un petit peu. Tout le temps pour créer ce dossier, cette émission de besoin. Si vous voulez. Alors, ensuite, effectivement, l'ARS va se positionner. Mais alors, si vous voulez, ce besoin, il existe, il est réel. Par rapport à ça, eh bien, pendant tout ce laps de temps, donc ces 2 ans, on va être en liaison avec l'ARS en disant, voilà, on en est là, est-ce qu'il faut corriger le tir? Je pense qu'on a bien compris vos 2 points de vue respectifs. Non, mais ça veut dire il nous reste, excusez-moi... Avant 2017, il n'y a pas de fenêtre de tir sur le sujet. D'accord, je pense que les électeurs ont bien compris. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'aimerais aborder la question de l'intercommunalité, puisque vous le disiez tout à l'heure, on va aussi élire les conseillers communautaires à Bénin. Est-ce que c'est compliqué de se retrouver, j'allais dire, en sandwich entre 2 géants? La communauté d'Aglo-de-Brive, c'est 49 communes. Tulle, c'est 37, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas compliqué d'être 8 au sein de la communauté de communes de Bénin? Je pense que non. Effectivement, nous avons notre particularité. Nous avons effectivement le canton de Beaulieu, le canton de Messac et celui de Bénin, qui ont eu une orientation sur le tourisme. Oui. Donc, effectivement... Et au Basine, bien sûr. Le canton de Bénin a ses attraits touristiques. Ce qui est important dans ce cadre et dans ce type de projet, c'est de mutualiser les moyens. C'est de surtout... beaucoup informer les gens parce qu'il va y avoir concentration de décision. Donc à ce stade-là, et je pense que c'est un peu ce qui fait défaut à Bénin, la participation des gens n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on éloigne les degrés de décision. À Bénin, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on nous met devant le fait accompli, on nous dit c'est ça qu'il vous faut. Non, c'est pas comme ça. La démocratie participative, c'est on parle avant, on échange, on priorise et ensuite on prend la décision. C'est comme ça que je conçois les choses. Pascal Coste, l'intercommunalité à Bénin, comment ça se passe? L'intercommunalité, on a eu la chance d'être moteur sur tous les plans, aussi bien au CIRTOM avec la mise en place du tri sélectif, aussi bien, je dirais, au niveau de l'eau pour refaire des investissements qui permettront... Des canalisations que voilà, et des stations de production d'eau, donc en qualité et en quantité. De structurer aussi Bénin-Beaulieu-Messac en parfaite entente avec mes collègues de Beaulieu et de Bénin. Donc à Bénin, on n'est pas devant le fait accompli, on est moteur. Et nos 3 priorités pour la communauté de communes, c'est le développement du très haut débit pour permettre à chacun, à moyen terme, d'être fibré, mais d'avoir une vingtaine de % de foyers qui soient fibrés dès 2016, de permettre aussi à des équipements comme la maison de santé, eh bien, de pouvoir, et l'EHPAD, de pouvoir avoir du
très haut débit, ce qui nous permettra de mettre en place un programme national que l'on va lancer. Le PAERPA, c'est un programme d'aide pour éviter que les personnes en perte d'autonomie, eh bien, pour faciliter justement... Il faut que vous terminiez votre troisième point parce que l'émission se termine. Oui, là, Donc, nous, ce que l'on veut au travers de l'intercommunalité, c'est continuer le bien vivre ensemble. Et à Béguenat, nous ne sommes pas une ville dortoir, au contraire, on y vit, on se soigne, on a les écoles, on a le collège. Et sur ça, au moins, vous êtes d'accord tous les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, autre commune, mais en Corrèze, toujours. Ce sera un débat d'1 heure consacré à la ville de Brive et présenté par Jérôme Pipeau. Tout de suite, votre journal régional avec Louis Roussel et Angélique Martinez. Très bon week-end à tous sur France 3.